Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Fossati. J'ai l'honneur, avec mon ami Dominique Drapier, de présider et d'animer donc ce webinaire de notre association, la FPBN. Je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés. Je vous remercie. Donc, en fait, ce webinaire en fait combine les deux sections de la FPBN. D'un côté, la section de médecine psychosomatique et de l'autre côté, la section neuropsychiatrie. Et donc, on a invité pour ce webinaire les gens qui animent. Alors, je ne sais pas si vous avez une coupure comme ce que nous, on entend. Je pense que nous, on n'entend pas effectivement ce que dit Philippe, malheureusement. Oui, alors a priori, Philippe doit avoir un problème de réseau à la PHP aujourd'hui. C'est peut-être ça. On ne t'entend plus, Philippe, et sûrement, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte. Donc, l'idée, effectivement, de ce webinaire est de vous permettre de poser des questions tout du long, sachant qu'on gardera la session de questions-réponses pour la fin. Alors, ça va être un petit peu un marathon flash, hein. On s'est donné le défi de faire des présentations de 5 ou 10 minutes pour vous donner un maximum d'informations à la fois sur les troubles neurologiques fonctionnels et puis sur les troubles fonctionnels autres que neurologiques. Et donc, on aura le plaisir d'écouter sur les aspects des modèles explicatifs Stéphane Mouchabac pour les troubles neurologiques fonctionnels, dits TNF, et puis la présentation clinique et de prise en charge par le professeur Cédric Lemogne et la synthèse des modèles explicatifs des troubles somatoformes par Victor Pitron. Donc, voilà un petit peu pour ces introductions. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, vous pouvez effectivement, dans votre écran, là, mettre les questions que reprendra, nous l'espérons, notre président qui aura réussi à se reconnecter. Sinon, nous les chargerons et nous nous en occuperons tous les quatre à la fin. Si vous en êtes d'accord. Et donc, c'est à toi, Coraline. Donc, je t'introduis puisque tu n'as pas pu le faire toi-même. Donc, tu vas, toi, nous parler du flash, de faire un flash sur la clinique des troubles neurofonctionnels, puisque tu en es une grande spécialiste. Super, merci beaucoup Cédric Lemogne. Donc effectivement, je parle au nom de cette section des troubles neurologiques fonctionnels de la FPBN, qui est aussi portée avec Béatrice Garcin et Guilhem Carle, qui avait fait un réseau TNF France avant. Et donc, de quoi parlons-nous? Alors, comme je suis un peu folle et que j'ai que 5 minutes, je me suis dit, je vais m'empiéter de 1 minute supplémentaire grâce à une vidéo qu'on trouve extrêmement bien faite et dont la section a contribué à la traduction. Et je laisse lancer cette vidéo. Neurologique fonctionnel. Qui sera plus que mes mots. Imaginez votre cerveau comme s'il était un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a le matériel informatique ou circuit qui charge électrique gentiment. Donc c'est fonctionner. Le logiciel Qu'est-ce qu'un trouble neurologique fonctionnel? Le cerveau communique avec lui-même, avec le monde. Imaginez votre cerveau comme s'il était un ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a le matériel informatique. Ou TNF sont des bugs, dysfonctionnements des logiciels du cerveau. Cela peut provoquer divers symptômes. Un problème courant chez les patients atteints de TNF sont des épisodes d'altération, de perte de conscience, appelés crises dissociatives. Elles peuvent ressembler à des crises d'épilepsie, mais ne sont pas liées à une activité électrique anormale dans le cerveau. Les mouvements anormaux fonctionnels peuvent entraîner des difficultés, des tremblements incontrôlables, une faiblesse et parfois même une paralysie de tout le corps. Il existe d'autres types de symptômes fonctionnels comme des étourdissements, des problèmes sensoriels, des troubles de l'élocution et des symptômes cognitifs. Toutes les fonctions contrôlées par le cerveau peuvent être affectées. Cela peut même causer des problèmes urinaires ou intestinaux. Les troubles neurologiques fonctionnels sont de véritables troubles qui provoquent de vrais symptômes. La bonne nouvelle est que ces troubles sont traitables et que de nombreux patients peuvent s'améliorer.
Donc voilà pour cette vidéo vraiment de psychoéducation qui a été réalisée et qui permet d'expliquer aux patients ce qui se passe. Vous avez vu que la clinique est finalement très variée, de malaise sous forme épileptique à des déficits, à des mouvements anormaux, à des troubles cognitifs. Comment ces troubles sont classés dans nos classifications? Et c'est là qu'on voit que c'est très compliqué parce que même les grandes classifications internationales ne sont pas d'accord. Du côté du DSM-5, il y a ce terme de trouble neurologique fonctionnel avec la conservation du terme de troubles conversifs, et les troubles dissociatifs tels que les fugues, le trouble dissociatif de l'identité sont à part. Par contre, dans la CIM 11, ils ont fait un choix très différent qui est d'associer ces troubles neurologiques fonctionnels à tous les troubles dissociatifs et de bannir totalement le terme de conversion au profit du trouble neurologique dissociatif, ce qui a une vraie intérêt, enfin, ce qui a à notre sens un vrai intérêt. Alors, en termes de prévalence, c'est des troubles qui sont très durs à mesurer d'un point de vue épidémiologique parce qu'ils sont très mal cotés dans les services d'urgence, dans les services d'hospitalisation. Les estimations qu'on peut en avoir, c'est que les troubles neurologiques fonctionnels sont au moins aussi fréquents que la maladie de Parkinson. C'est vraiment l'idée. Il y a des études qui mettaient même cela comme un deuxième motif de consultation en neurologie, ce qui n'est pas rien, ce qui est, en tout cas, entre la sous-évaluation ou une surévaluation, peut-être avec ce chiffre, on a du mal. Si on s'intéresse aux CNEP, les CNEP, c'est les crises non épileptiques psychogènes. On sait que ça représente la 3e cause de malaise avec perte de connaissance, après les malaises cardiaques et épileptiques, ce qui est donc absolument très fréquent, et un quart des patients qui ont une épilepsie pharmacorésistante. Alors, un message clé important, c'est que ces patients qui souffrent de TNF sont particulièrement handicapés par leurs troubles. Ils le sont tout autant qu'un malade qui souffre de Parkinson, d'une dystonie ou d'une sclérose en plaques. Et ce n'est pas rien. On dit même que dans les crises non épileptiques psychogènes, on a une altération de vie qui est supérieure à celle d'une épilepsie pharmacorésistante. Donc, c'est des troubles qui ont un impact fonctionnel pour les patients et il faut le prendre au sérieux. Malheureusement, c'est des troubles particulièrement mal connus. Pour cela, on s'est appuyé sur une enquête auprès de 1200 psychiatres et on a uniquement un quart des psychiatres français qui ont été formés à la question des crises non épileptiques psychogènes. Une étude beaucoup plus récente portant sur les chefs de clinique et les jeunes médecins en neurologie et en psychiatrie portée par Béatrice Garcin retrouve que l'immense majorité des professionnels psychiatrie, neurologie ont le sentiment de ne pas avoir été assez formés au TNF et de ne pas avoir suffisamment de connaissances. Donc, merci de votre présence pour cela. Donc, pour finir, quels sont les préjugés? Je pense qu'il y a assez peu de troubles en psychiatrie qui soulèvent et qui transportent autant de préjugés au sein même des professionnels et pas que dans la population générale. Les patients peuvent avoir un trouble neurologique fonctionnel et une pathologie dite somatique, même si j'aime pas ce terme. On peut avoir une épilepsie et des crises non épileptiques. On peut avoir une maladie de Parkinson et un tremblement fonctionnel qui se surajoutent. C'est possible. La personnalité histrionique n'est pas associée à ce trouble. Elle en est quasi absente. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Il y a peu de troubles de la personnalité et quand on en retrouve, on va être plus sur de l'obsessionnel, de l'évitant, voire du borderline que sur une personnalité histrionique. Cette belle indifférence est plutôt une forme de dissociation qu'autre chose. Les bénéfices, fameux bénéfices secondaires, il faut faire attention au regard qu'on porte là-dessus. Parfois, l'attention qui est liée à ces troubles est plutôt une source d'angoisse, d'oppression qu'un véritable bénéfice secondaire pour le patient. On peut se blesser, on peut avoir des fractures sur des troubles neurologiques fonctionnels. Et puis, on n'a pas forcément de trauma, on n'a pas forcément de pathologie psychiatrique associée ou de stress reconnu et évident dans ces causes, même si 75% ont des antécédents psychotraumatiques, mais je laisse des explications éthiopathogéniques au fantastique et unique Stéphane Mouchabak. Eh bien, merci Coraline, ça me met un petit peu la pression, ça. J'ai l'impression d'être un super-héros. Alors, j'ai 10 minutes, et 10 minutes pendant lesquelles, si tu peux juste te retirer que je récupère je ne vois pas le… Bah, tu vas bouger les slides, merci, voilà. 10 minutes. Alors, j'aime toujours commencer par citer Eccles. Eccles, c'est un des pères de la neurophysiologie moderne, prix Nobel de médecine en 1963, qui dira « Le cerveau est une machine qu'un fantôme peut faire marcher ».
Qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu, Corinne, me faire diffuser les suivantes? Parce que là, je n'ai pas à l'écran. Voilà. Le cerveau est une machine. Qu'est-ce qui se passe quand un mouvement se met en marche? D'abord, on le planifie. Imaginez quelqu'un sur une ligne de départ, à vos marques. À vos marques, j'ai un but à atteindre. Quelle stratégie motrice je vais prendre en compte pour avancer dans mon mouvement? Deuxièmement, prêt. Il se programme le mouvement. Il va suivre un circuit qui va lui permettre d'être organisé, épurer des mouvements parasites, et pour cela, il va avoir des informateurs sur les schémas qu'on utilise, les aires motrices supplémentaires, l'aire prémotrice, les aires sensorielles qui vont dire dans quel espace je suis, comment je suis, et bien sûr, les ganglions de la base qui vont préciser et rendre plus efficace le mouvement. Ça passe par le thalamus et feu sur la ligne de départ, et Usain Bolt va gagner. Le cortex moteur enclenche le mouvement. Pourquoi je vous décris ces 3 étapes? Eh bien, parce que probablement que la pathologie conversive, le trouble neurologique fonctionnel, est due à des altérations sur plusieurs de ces étapes et plus si affinité. Alors, pour cela, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il s'agit d'une synthèse que nous avons proposée et publiée il y a maintenant 2 ans avec Ismaël Konejero et qui finalement essaye de dire à quel endroit nous avons des éléments qui sont dysfonctionnels. Moi, je ne supportais pas quand j'étais de garde qu'on m'appelle, on me disait une conversion, c'est pour toi. C'est un diagnostic d'élimination. Sous-entendu, il n'y a rien dans le cerveau. Puis de toute façon, comme on n'a rien trouvé, ça doit être ça, qui est une grave erreur, puisque justement, ce que nous apporte la neurophysiologie, l'imagerie, c'est des preuves que le cerveau est modulé et remanié, comme l'a démontré Coraline. Alors, plusieurs réseaux qui vont être perturbés. Le réseau de la salience. Qu'est-ce que le réseau de la salience? C'est le réseau qui capte dans le monde des informations et qui va leur donner une importance, une valence et plus ou moins un traitement prioritaire. C'est ainsi qu'on va repérer une voiture rouge au milieu des voitures vertes, qu'on va repérer une porte de sortie avec un signal vert, et ça va nous permettre de prioriser les informations. Eh bien, il se trouve que ce réseau est perturbé et que dans les troubles neurologiques fonctionnels, on sait depuis maintenant 10 ans qu'il y a une mauvaise allocation des ressources cognitives. Tout à coup, ce réseau est monopolisé, pas comme il faut, ce qui fait qu'il va se mettre à traiter des informations qui auraient dû paraître peut-être anodines ou pas prioritaires, et tout à coup, la sélection des actions prioritaires va être modifiée au profit d'autres qui ne sont pas plus intéressantes, et qui vont activer les réseaux du mouvement. Deuxième niveau, assez intéressant qui est perturbé, la mémoire. Vous avez dans le réseau de la mémoire des espèces de régions, je veux dire, deux gros types de régions. Celles qui portent un peu l'information et qui vont être hypoactives, en l'occurrence les hippocampes, porteurs de la mémoire émotionnelle, et de l'autre côté, des régions impliquées dans la régulation de cette mémoire qui, elles, vont être hyperactives. Pourquoi? Eh bien, parce que le cerveau ne veut pas se souvenir, ne veut pas avoir accès à des souvenirs probablement traumatiques. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il bloque la récupération de la mémoire ou son expression. Il est donc hyperactif. Ce sont des structures qui sont normalement celles qui nous permettent de rappeler ou non les souvenirs. Ça devient intéressant parce que vous avez déjà des informations prioritaires et on met mal notre attention où il faut. Deuxièmement, notre mémoire décide de ne plus être réactivée. Troisièmement, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a un point là qui est une vraie avancée. Moi, j'en étais convaincu dès que j'observais ces patients, c'est un défaut dans ce qu'on appelle l'agentivité ou le monitoring de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bouge mon bras, je sais que c'est moi qui suis à l'origine de ce mouvement. Je ne dévoile pas le plus parce que c'est Victor Pitron qui nous parlera de la prédiction un petit peu. Eh bien, il se trouve que nos patients ont un défaut d'agentivité. Ils ont un défaut de monitoring de soi. Ils n'ont pas toujours conscience ou ils ont perdu la conscience qu'ils peuvent être à l'origine d'un mouvement. Ils voient que leur bras peut bouger un petit peu, que certains mouvements sont possibles, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont à l'origine. Pourquoi? Parce que des régions qui vont être impliquées dans le traitement des informations sur les états internes et l'environnement, le cortex préfrontal ventromédian, très important, couplé à l'évaluation des résultats des actions, le cortex singulaire antérieur, vont être suractivés. En gros, ils vont faire un peu n'importe quoi et l'individu va perdre ce sentiment d'être propriétaire de ses mouvements et propriétaire de ses actes. Une mémoire qui ne veut pas que les souvenirs se mettent en marche, qui parasite probablement l'allocation des ressources et en plus de l'agentivité qui ne fonctionne pas bien. Continuons. Nous avons des troubles de l'intégration perceptuelle et émotionnelle, la conscience de soi.
ce qui va assez avec l'agentivité relation de cause à effet sur mes actions, et là, quasiment, je ressens mal des parties de mon corps, des parties de moi qui sont isolées du reste de ma conscience. L'incarnation, cette capacité qu'on a à se représenter notre corps et ses actions potentielles, eh bien, ça marche moins bien. Ça passe par des régions altérées comme la jonction temporopariétale. Nous avons le sentiment que peuvent décrire les patients, décrivent un sentiment que le mouvement autogénéré est involontaire, ce qui va avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, le corps est mal reconstitué et nous voyons qu'à plusieurs reprises, le précuneus, qui est une région impliquée dans la conscience de soi, elle est hyperactive, comme si elle cherchait à trouver des raisons, à expliquer les choses, elle n'y arrivait pas. Enfin, une fois qu'on a quand même tous ces niveaux et ces registres pathologiques, que se passe-t-il? Eh bien, lorsque nous choisissons un pattern moteur ou un programme moteur, on ne le fait pas bien. D'abord, très précocement dans les aires motrices supplémentaires et prémotrices, qui nous permettent de programmer des mouvements complexes, de les coordonner, eh bien, ça ne se fait pas bien, il y a une hypoactivation. Certains schémas moteurs sont même transformés et remaniés. Et du coup, quand ils passent au niveau des ganglions de la base, eh bien, là où normalement on facilite le mouvement, vous voyez bien que le parkinsonien qui a un déficit au niveau des ganglions de la base dopaminergique a un tremblement parce qu'il ne peut pas faciliter et coordonner complètement le mouvement, eh bien, ça va être dysfonctionnel. Donc, c'est un sujet qui surréagit à l'environnement, qui ne veut pas que ces éléments de l'environnement lui rappellent une mémoire peut-être traumatique, donc il inhibe cette mémoire. En plus, en inhibant un peu tout ça, il perd le sentiment de possession de son corps et de la capacité d'agir, tout en sachant qu'il choisit des mauvais patterns moteurs, des représentations, et qui sont erronés et qui expliquent souvent cette incohérence des schémas que l'on voit, et du coup, le patient va avoir ces troubles que l'on va observer. Et pour conclure, une synthèse d'un très très beau travail de Salma Hayek, qui travaille en Suisse, qui avait montré que chez certains patients pour qui avoir une conversion pouvait être une solution qu'elle appelle escape, forme un peu contemporaine du bénéfice secondaire, que Coraline a dit prenons avec des pincettes, elle va montrer que pour certains souvenirs, avoir une conversion, c'est peut-être un moyen d'éliminer le trauma ou d'éliminer une situation péjorative. Eh bien, on retrouve un petit peu tout ça. Les régions des choix moteurs qui sont déficitaires parce qu'ils fonctionnent de travers, la jonction temporopariétale, le self, l'agentivité qui marche pas bien, le cervelet, mauvaise coordination, les ganglions de la base hypoactifs et l'hyperactivité du cortex préfrontal. Bref, il n'y a pas rien dans le cerveau d'un trouble conversif. Ce n'est pas une pathologie sans substrat, c'est une pathologie avec un substrat, mais un substrat neurophysiologique. Je vous remercie et je crois que j'ai tenu mon temps. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Oui, tu as parfaitement tenu ton temps et tu as repris les messages clés autour de cette pathologie. Donc, dans les messages clés autour du traitement de ce trouble, c'est très clairement le fait que les médecins ne sont pas impuissants parce qu'il se passe vraiment quelque chose et on va pouvoir aider ces patients du moment où on comprend et où on est à l'aise avec ce qui se passe pour eux. Et les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels n'ont pas juste besoin d'une psychothérapie, comme vous l'a expliqué Stéphane, il se passe aussi énormément de choses dans les composantes motrices et bien d'autres aspects auront leur importance. Et puis, il faut qu'on en finisse avec cette idée qu'on est forcément sur un pronostic très sombre, ce qui nous amène presque à être déjà péjoratif avant même d'avoir essayé d'aider et de prendre en charge ces patients. Le but, c'est vraiment qu'on évite cette espèce de partie de ping-pong avec le patient entre le psychiatre, le rééducateur, le neurologue et qu'on travaille tous ensemble. Et c'est bien ce qui va être expliqué dans cette vidéo. Comment les troubles neurologiques fonctionnels sont-ils traités et quel est le pronostic? Bien qu'il n'y ait pas de solution rapide pour traiter les TNF, il est possible de réentraîner notre cerveau. Sans traitement, de nombreuses personnes ne s'améliorent pas et certaines continuent à être très handicapées. Idéalement, le traitement des troubles neurologiques fonctionnels se fait à travers une approche multidisciplinaire avec la contribution de neurologues, de psychiatres, de psychologues et de professionnels paramédicaux. Avec une bonne prise en charge multidisciplinaire, les résultats peuvent être bien meilleurs et de nombreux patients peuvent au moins obtenir une certaine amélioration de leurs symptômes. Il est important de savoir qu'il n'y a pas une pilule magique pour guérir le TNF et que la pharmacologie ou la prise de médicaments n'est généralement pas utile dans le traitement du TNF. Cela peut cependant être nécessaire pour traiter des dépressions sévères ou une anxiété invalidante.
une bonne compréhension des mécanismes sous-jacents à l'origine des TNF est très importante. Généralement, l'approche thérapeutique dans les TNF consiste à réentraîner le cerveau en utilisant les voies automatiques du système nerveux. Une combinaison de thérapie physique et de thérapie psychologique peut être utile pour de nombreux patients. Un des problèmes est que l'accès à ces traitements est souvent limité. Il y a de plus en plus de sites d'information et d'autogestion disponibles sur Internet qui peuvent également aider les patients. Le soutien par les pairs aide également les personnes atteintes de TNF à se sentir moins seules et à partager des conseils pour favoriser l'amélioration et le bien-être au quotidien. Coraline, ton micro. Merci, et je vais récupérer aussi mon PowerPoint, je l'espère. Donc, l'idée est vraiment la multidisciplinarité, avec aussi l'idée qu'en fonction d'où on n'a pas tous les mêmes chances. Et je vois effectivement que le diaporama n'arrive pas, mais c'est pas grave. Il y a des points clés. Le premier va être très clairement l'annonce diagnostique. L'annonce diagnostique, c'est une étape clé. Si à ce moment-là, le patient ressent qu'on le croit, qu'on ne le prend pas pour un simulateur, qu'on sait qu'il se passe réellement quelque chose dans son cerveau, on va vraiment avoir le sentiment d'être pris en compte. Et on a, alors par exemple dans les crises non épileptiques psychogènes, jusqu'à 40% des patients qui cessent d'avoir ce type de crise après une bonne annonce diagnostique, ce qui n'est pas rien. Une étape qui est capitale et qui est de notre devoir à nous en tant que psychiatres, va être d'aller comprendre les facteurs qui ont prédisposé ce patient, qui ont précipité les troubles et qui ont perpétué les troubles de ce patient. Alors, on a changé, je n'ai plus la main sur le diaporama, mais c'est pas grave. Donc, c'était les rouages par la suite. Vous avez des facteurs qui rendent vulnérables à ce type de troubles, que ce soit les traumatismes, les facteurs neurologiques, les facteurs psychopathologiques. Voilà, on a des facteurs qui vont précipiter l'arrivée de ces symptômes. Un rappel traumatique, une situation conflictuelle de stress, une situation d'impuissance ou des facteurs qui perpétuent les troubles. C'est dans ces facteurs de perpétuation qu'on mettait ces fameux bénéfices secondaires. Mais il faut aussi regarder les facteurs de perpétuation que les médecins eux-mêmes mettent quand on est dans l'errance diagnostique, quand on taxe les patients de manière plus ou moins implicite de simulateur. On va faire que renforcer ce sentiment d'angoisse, d'injustice, d'impuissance qui va faire que renforcer les troubles. On peut avancer. Je pense que c'est Romain qui doit avoir la main. Un temps très important va être le temps, et c'est ce qui est dit dans la vidéo, de reprise diagnostique de psychoéducation, avec le sentiment, allez-y, avec le sentiment que le but est vraiment d'aider le patient à être à l'aise. On ne peut pas se soigner quand on n'est pas à l'aise sur son diagnostic. On ne peut pas se soigner si on ne se fait pas une représentation de ces troubles. Et voilà un point majeur pour moi. Il faut qu'on arrive à aider le patient à se sentir acteur de sa guérison, qu'il ne soit pas dans une attente passive d'une guérison de ses troubles. Et pour cela, je pense qu'on a un grand rôle à jouer. Tant que les patients sont dans la lutte de reconnaissance de la réalité de leurs symptômes, qu'ils ont besoin qu'on comprenne leurs souffrances, leurs handicaps, qu'ils ont besoin que les médecins les considèrent et soient OK pour les traiter, eh bien, ils ne sont pas dans la lutte, ils ne mettent pas leur énergie pour aller mieux, pour traiter leurs émotions, pour traiter leurs traumas, pour traiter leurs troubles moteurs. Et donc, je pense que notre rôle est vraiment d'aider cette transition pour arrêter d'être dans la lutte en leur reconnaissant comme de vrais malades qui ont des troubles et qu'on peut aider pour qu'ils investissent leur énergie vers le traitement. Le plan de traitement individualisé, de quoi il s'agit ? Finalement, vous l'avez vu, la cartographie avec les 3 P va permettre de définir le profil psychopathologique du patient et en fonction de ça, on va aller vers le type de thérapie qui a le plus prouvé son efficacité. On est sur du psychotrauma, évidemment, de l'EMDR, des TCC avec exposition, de l'anxiété, de la dépression prédominante, un gros problème d'alexithymie, de difficulté à nommer, identifier ses émotions. On a des thérapies. La place importante du kiné,
les médicaments avec une place plutôt dans les comorbidités, en tout cas dans le cas des TNF, même s'il y a des petites améliorations. La stimulation magnétique transcrânienne qui est faite dans le cas de troubles neurologiques fonctionnels, et on pourra en discuter, mais qui peut avoir des effets, et puis il y a des essais de sédation de toxines. Donc voilà un petit peu les messages que je voulais dire. Et puis c'est bon. Voilà, et puis on sait que les enjeux sont multiples, mais je laisse la parole à Cédric Lemogne. Juste peut-être un mot, je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci. D'abord, je suis désolé, j'ai été coupé tout à l'heure. Vous m'entendez, oui? Oui. Très bien, très bien. Donc, d'abord, remercier Coraline et remercier Stéphane. Je vais maintenant passer la parole à Cédric et ensuite à Victor. Je voulais dire aux gens qui sont connectés, d'abord les remercier d'être présents avec nous, mais n'hésitez pas à envoyer les questions. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui nous a dit couper les micros si on va bien le faire, mais n'hésitez pas à envoyer les questions, comme ça moi je pourrais vous relayer vos questions et les poser aux orateurs, que je remercie encore, parce qu'on a eu une première partie sur la partie troubles neurologiques fonctionnels, les anciens troubles conversifs, et là maintenant on va passer aux troubles les syndromes somatiques fonctionnels, ce qu'on voit beaucoup en psychiatrie de liaison. Et donc, je passe sans tarder la parole au professeur Cédric Lemogne. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous d'avoir rejoint cette session. Donc, je vais effectivement vous parler très brièvement de la clinique de ces syndromes somatiques fonctionnels. J'ai fait le choix de cette appellation-là, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs appellations possibles. D'abord, un cas clinique qui me semble illustratif des patients que l'on peut rencontrer. Un homme de 36 ans, bien acéré socialement, qui consulte un médecin du service de médecine interne de l'hôpital Pompidou pour une possible maladie de Lyme chronique. Il a des symptômes depuis l'automne 2015, donc depuis 2 ans au moment où nous le rencontrons en psychiatrie de liaison, qui ont commencé par un épisode aigu dans lequel il y avait de la fièvre, asthénie, des arthralgies diffuses, quelque chose qui ressemble à un syndrome grippal. Et puis, ces symptômes ont disparu, sont réapparus à l'exception de la fièvre, et puis petit à petit se sont complexifiés avec l'apparition parfois d'engourdissement des mains, d'essoufflement, de difficultés cognitives et de tout autre type de plaintes physiques ou psychiques. Un retentissement important sur le plan fonctionnel qui s'est concrétisé par la demande d'avis médicaux multiples, avec des considérations finalement assez pessimistes du patient sur cette errance diagnostique. Personne ne sait ce que j'ai, on ne me croit pas. Il s'est mis à éviter un certain nombre de situations responsables de l'augmentation de symptômes, notamment les efforts physiques, pour ne pas tenter le diable, suggérant qu'il craint peut-être même une complication s'il forçait un petit peu trop. Il est en arrêt de travail finalement depuis longtemps, et puis il a dépité un peu de ce manque de reconnaissance dans la communauté médicale, recherchait beaucoup d'informations sur Internet, d'abord auprès d'experts people, puis ensuite d'auprès d'experts médicaux, et puis ensuite dans la presse grand public, et il a là glané beaucoup d'informations extrêmement rassurantes sur l'origine possible de son trouble, une épidémie qu'on nous aurait cachée. Il est loin le temps où l'on cachait des épidémies, et s'est décidé, pourquoi pas, à tenter le traitement d'une maladie de Lyme chronique, certes contestée par l'ensemble de la communauté médicale, sauf peut-être ces 100 médecins qui lancent l'alerte. Donc pourquoi pas, il reçoit plusieurs traitements antibiotiques prolongés, mais finalement sans amélioration de sa symptomatologie, et il va consulter en médecine interne à l'hôpital Pompidou, dans lequel une hospitalisation de bilan est programmée, un certain nombre d'examens sont répétés, d'autres sont faits qui n'avaient pas été faits, et ces examens sont quasiment tous considérés comme normaux ou ne pouvant pas expliquer les plaintes fonctionnelles, y compris bien sûr l'examen physique dont la normalité contraste avec l'intensité de ces plaintes fonctionnelles. J'ai pris là l'option d'illustrer un syndrome somatique fonctionnel, mais vous voyez que en fait, chaque spécialité médicale a son ou ses petits syndromes somatiques fonctionnels, c'est-à-dire des troubles caractérisés par des plaintes physiques ou des craintes sur les plaintes physiques, dans lesquels le substrat anatomique au niveau de l'organe désigné par les symptômes, et c'est ça que j'entendrais par substrat organique, c'est au niveau de l'organe ou du système désigné par les symptômes, montre peu d'explications. Évidemment, et ça je crois que Victor y reviendra, on peut penser, et beaucoup le pensent depuis notamment ce papier très intéressant de Simon Westley dans le Lancet, que
cette existence de syndromes somatiques fonctionnels très divers les uns des autres pourrait être en fait un artefact de la séparation de la médecine en différentes spécialités, chacun voyant midi à sa porte, un psychiatre voyant par exemple une dépression, pourquoi pas un trouble de la personnalité, alors que peut-être on aurait à gagner, les patients auraient à gagner à une nosographie un peu plus unifiée. Cette nosographie existe, par exemple, dans la CIM, il y a, dans la classification de l'OMS, un syndrome de détresse corporelle dans lequel les patients peuvent avoir un ou plusieurs types de symptômes. Alors c'est vrai que s'ils n'ont que des symptômes musculo-squelettiques, peut-être qu'ils se feront plutôt diagnostiquer une fibromyalgie. S'ils ont surtout des symptômes digestifs, peut-être un syndrome de l'intestin irritable. S'ils ont surtout une fatigue, surtout un syndrome de fatigue chronique, souvent en fait ces affections, ces symptômes sont comorbides et il serait certainement plus pertinent non pas de se poser la question des symptômes communs, mais plutôt de mécanismes et de traitements communs. Ces mécanismes vont être abordés par Victor dans un instant. Quid du DSM? Dans le DSM, on retrouve plus l'hypocondrie, qui est jugée un diagnostic ou un label assez stigmatisant. On trouve principalement le trouble à symptomatologie somatique, dont je parle là, et puis la crainte excessive d'avoir une maladie quand ces symptômes physiques ne sont pas au premier plan. Dans le trouble à symptomatologie somatique, j'insiste sur le fait que les symptômes peuvent être attribuables ou non à une maladie physique identifiée, avec cet overlap dont a déjà parlé Coraline dans le domaine des troubles neurologiques fonctionnels. Mais surtout, ces symptômes physiques sont associés à des pensées, émotions ou comportements qui vont positivement définir ce syndrome. Quels sont-ils? Et ce sera ma dernière diapo pour ce flash. Eh bien, ces symptômes ou ces manifestations émotionnelles, cognitives et comportementales sont déjà souvent des mécanismes à part entière sur lesquels on va revenir. On peut retrouver des facteurs prédisposants, une exposition significative à la maladie, un tempérament anxieux ou perfectionniste, qui fait le pendant, je pense, des personnalités évitantes ou obsessionnelles mentionnées par Coraline Ingray, un facteur déclenchant qui est plus souvent physique que psychique. Là, on va rechercher un événement de stress, un événement de vie stressant, on va souvent retrouver plutôt un facteur déclenchant physique, une infection, une chute, et puis des facteurs d'entretien, l'attribution des troubles à l'organe désigné par les symptômes, le catastrophisme, c'est-à-dire la pensée que mes symptômes vont me pourrir la vie, que je ne vais pas pouvoir faire face, des conduites d'évitement, le fait que je vais me mettre à éviter toutes les situations dans lesquelles ces symptômes peuvent être ressentis, et puis un sentiment de rejet de la part du corps médical, rejet de la part des proches, du conjoint, d'un employeur, avec une relative fréquence, mais ce n'est pas le cas tout le temps, loin s'en faut, des troubles anxieux et dépressifs comorbides. Voilà pour un bref flash sur cette clinique, mais je passe la parole à Victor Pitron pour la partie physio et psychopathologie. Bonjour à tous, je suis Victor Pitron, je vais parler maintenant faire une synthèse des modèles explicatifs des troubles somatoformes en prenant l'angle des sciences cognitives et des modèles cognitifs des troubles somatoformes. Par troubles somatoformes, on entend l'ensemble des syndromes somatiques fonctionnels dont parlait le professeur Lemoyne à l'instant. Alors, l'objet corps est évidemment avec une singularité, une particularité spécifique pour chacun de nous. Il nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et plusieurs philosophes et psychologues ont insisté sur la phénoménologie corporelle de la perception du corps comme ayant une certaine familiarité. Et par exemple, William James ici parle de ce bon vieux corps toujours là, avec ce sentiment de chaleur et d'intimité. Pourtant, la perception corporelle peut être altérée dans un certain nombre de pathologies. L'exemple peut-être le plus criant, le plus évident, c'est le membre fantôme après une amputation, lorsque les personnes continuent à percevoir un membre malgré son amputation. La question qu'on va donc se poser, c'est quels sont les mécanismes sous-jacents à la construction cognitive de la perception du corps, quelles sont les anomalies de ces mécanismes, et puis plus spécifiquement, quels sont les biais cognitifs qui peuvent expliquer les troubles somatoformes. Une première étude dont je parle ici concerne des patients avec une fibromyalgie et ou un syndrome de fatigue chronique qui sont comparés à des contrôles sains. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un test de provocation respiratoire. Ici, on fait respirer les patients et les contrôles sains dans un circuit fermé, où petit à petit, la concentration en CO2 augmente. Puis, on ouvre ce circuit, donc il respire maintenant dans un circuit ouvert avec une concentration normale en oxygène. Et ce qu'on observe, c'est après l'ouverture du circuit, ici, la diminution des symptômes subjectifs de dyspnée.
Et on observe cette diminution, ce qui est normal, puisqu'on a ouvert le circuit et maintenant il respire un air normalement saturé en oxygène. Mais ce qui est intéressant ici dans la figure de gauche, c'est que les patients ont une diminution plus lente des symptômes subjectifs de dyspnée par rapport au contrôle sain. Et ce, alors que, et ce sont les deux figures de droite, les paramètres physiologiques sont les mêmes entre les deux groupes, la respiration par minute, la ventilation par minute et l'estimation de la concentration artérielle en CO2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un conditionnement cognitif à continuer à percevoir une symptomatologie douloureuse chez ces patients. Alors, il me semble que cette étude souligne deux éléments cardinaux de la clinique des syndromes somatiques fonctionnels. D'abord, comment une affection somatique aiguë peut se pérenniser. Par exemple, il est fréquent qu'une gastro-entérite aiguë, ensuite, voit ses symptômes se pérenniser jusqu'à créer un syndrome de l'intestin irritable. La deuxième chose, c'est que ça montre, cette étude, comment le même mécanisme peut se généraliser à plusieurs autres organes. Ici, on a dit que c'était des patients avec des fibromyalgies, des syndromes de l'intestin, et une syndrome de fatigue chronique. Mais les symptômes qu'on arrive à suggérer, à provoquer, avec les tests de provocation, sont des symptômes respiratoires. Donc ça suggère qu'il y a un mécanisme commun à l'ensemble de ces différents organes. Et je reviens sur la parabole de l'éléphant, qui est un conte hindou. Ce sont des aveugles donc, qui regardent un éléphant et qui se demandent ce que c'est. Et lorsque la première personne malvoyante regarde la trompe, elle dit « mais ça doit être un serpent ». Lorsqu'elle regarde l'oreille, elle dit « ça doit être un ventilateur ». Lorsqu'elle regarde la queue, ça doit être une corde. Et en fait, il faut pouvoir avoir une vision d'ensemble pour pouvoir se rendre compte qu'il s'agit là de la même entité. Et donc, le fait qu'il y ait un mécanisme commun peut suggérer ça. Alors, la deuxième question qu'on va se poser dans notre enquête pour essayer de comprendre la physiologie et la physiopathologie des troubles somatoformes, c'est pourquoi les patients ont un conditionnement négatif si important par rapport au sujet contrôle. Pour ça, on va s'intéresser à comment le cerveau peut, avec quelle information il peut construire la perception corporelle. Et il peut se baser schématiquement sur deux types d'informations. D'une part, les afférences nerveuses périphériques. D'autre part, ce que j'appelle ici les signaux cognitifs, c'est-à-dire l'ensemble des informations contextuelles qui lui permettent de prédire quelle va être la perception dans un contexte donné. En particulier chez les patients, est-ce que dans ce contexte, je vais avoir un symptôme ou pas? Et j'ai schématisé ici à droite le fonctionnement cognitif du cerveau qui crée la perception corporelle avec en haut et en bas un signal Wi-Fi qui symbolise comment le signal est capté entre ces deux signes sources d'information, le signal sensoriel d'une part et les signaux cognitifs de l'autre. Alors je m'intéresse ici d'abord aux afférences nerveuses périphériques. Et cette étude observe des patients avec des troubles fonctionnels et la sévérité de leurs symptômes et propose une corrélation entre la sévérité des symptômes fonctionnels d'une part et le comptage des battements cardiaques, c'est-à-dire une tâche d'interoception relativement classique où il s'agit de compter à quel point les patients sont capables d'avoir une perception neutre, non symptomatique de leur corps qui est correcte. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une corrélation entre la sévérité des symptômes fonctionnels et le comptage des battements cardiaques uniquement chez les patients et pas dans le groupe contrôle. En d'autres termes, plus on a des symptômes fonctionnels importants, moins on est capable d'avoir un comptage correct de ces battements cardiaques sur un délai, par exemple, d'1 minute. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je reviens à mon schéma à droite, probablement l'information sensorielle captée par le cerveau qui construit la perception corporelle est de pas très bonne qualité. Ici, j'ai mis 2 barres de Wi-Fi. Et maintenant, je m'intéresse à la deuxième source d'information, c'est-à-dire les signaux cognitifs dont je parlais tout à l'heure, les informations contextuelles. Voilà une autre étude, la dernière que j'évoquerai ici. Ici, ce sont des participants sains à qui vous présentez, en 2 groupes différents, à un groupe, vous présentez un film qui dit le potentiel de dangerosité des ondes électromagnétiques sur la santé, pour la santé, et un autre groupe voit un film qui contient des informations neutres. Et ensuite, vous mettez ces 2 groupes en face d'une fausse box Wi-Fi, que parfois les participants croient allumée, parfois ils la croient éteinte. Et ce que vous observez, c'est à quel point ils réagissent fort, subjectivement, à une sensation tactile. Ce qu'on observe ici, c'est le schéma de gauche, c'est que lorsque les participants croient que la box Wi-Fi est allumée et lorsqu'ils ont vu le film Wi-Fi disant que les champs électromagnétiques sont potentiellement dangereux pour la santé, alors leur perception corporelle est plus intense
que lorsqu'ils ont vu le film ne disant rien de spécifique sur les champs électromagnétiques. Donc cette étude-là, elle est sur des participants sains, mais on peut imaginer que chez les patients, ce sont les mêmes genres de mécanismes en jeu. Et donc ça veut dire, si je retourne à mon schéma à droite, que l'information cognitive, en particulier les informations alarmantes concernant la possibilité de symptômes physiques et de symptômes graves pour la santé, eux sont captés de manière très forte. J'ai mis 2, 3, 4 barres Wi-Fi ici. D'accord ? Donc, si je résume, et j'ai mis ici un modèle cognitif qui est un modèle bayésien qui nous permet de donner une formalisation mathématique des biais cognitifs dont je viens de parler. Vous avez schématiquement sur le schéma gauche ici, en abscisse, l'ensemble des perceptions possibles, en ordonnée, le calcul de probabilité estimée par le cerveau que cette hypothèse de perception correspond à la réalité, et les deux sources dont on a parlé, le contexte cognitif en noir et les afférences nerveuses périphériques en rouge foncé. Et on observe la gaussienne de répartition, en sachant que plus la gaussienne est ramassée, pointue et haute, plus ça veut dire que l'information est précise pour le cerveau. Vous avez à gauche ce qui se passe avec la perception normale, à droite ce qui se passe dans le trouble somatoforme. Ce qu'on observe, c'est que pour la gaussienne noire, l'information cognitive, les signaux sont très précis. À l'inverse, pour la gaussienne rouge foncé à droite, les signaux sont très étalés, donc très imprécis. Ça veut dire que le calcul de la moyenne statistique de ces deux informations, qui est la gaussienne rouge au milieu, est rapproché de la courbe noire, c'est-à-dire du contexte cognitif, c'est-à-dire in fine que la perception corporelle va davantage être influencée par l'anticipation que le cerveau calcule de ce que devrait être la perception, et pourquoi pas la perception d'un symptôme. Donc je conclue ici, j'ai dit qu'il y avait plusieurs études de sciences cognitives et de comportement qui nous permettent de se rendre compte de mécanismes sous-jacents au syndrome fonctionnel somatique, et qu'on est capable aujourd'hui de faire des modèles mathématiques, computationnels, qui permettent de comprendre, et même de manière individualisée, pourquoi pas, pour chaque patient, comment ça se passe au niveau du fonctionnement cognitif de génération de la perception du corps, et à l'avenir, peut-être de pouvoir prédire l'évolution des symptômes chez les patients et l'efficacité des traitements. Voilà, je vous remercie. Je laisse la main maintenant au professeur Lemogne pour la fin de cet exposé. Merci beaucoup, Victor, pour cet exposé sur les mécanismes sous-jacents, ou une partie en tout cas de ces mécanismes sous-jacents. Et maintenant, il me faut vous parler en 5 minutes à nouveau en flash de la prise en charge. Et je pense précisément que l'exposition d'un modèle explicatif fait partie absolument de la prise en charge des syndromes somatiques fonctionnels. Donc, j'ai essayé de décliner quelques principes thérapeutiques. Le premier a déjà été décrit, plusieurs ont été déjà été décrits en fait par Coraline Ingray. La reconnaissance des troubles, surtout pour des patients qui viennent consulter après plusieurs avis médicaux et parfois non médicaux, est essentielle. Il s'agit d'abord de reconnaître le caractère pénible et invalidant des symptômes, peut-être aussi le caractère non volontaire, si explicitement les patients ont mentionné qu'ils avaient le sentiment qu'on ne les croyait pas ou qu'ils étaient des simulateurs. Et à ce moment-là, je pense que reconnaître le sentiment d'errance diagnostique est également un élément important pour l'alliance thérapeutique. Souvent, les patients ont investi particulièrement un diagnostic et à ce moment-là, ils l'ont investi parce que c'est un besoin de reconnaissance qui a été bafoué. Donc réellement, c'est un élément essentiel de la prise en charge, sans quoi on va avoir du mal à dérouler la suite. La suite, c'est de proposer un diagnostic positif. Éventuellement, s'il n'y a pas de diagnostic investi déjà par le patient, on a vu que dans le cas clinique que j'avais pris, le patient se pose la question d'une maladie de Lyme chronique. Il faut savoir s'il se la pose, est-ce que c'est une hypothèse qu'il va ensuite récuser, ou est-ce qu'il s'y est déjà beaucoup accroché, mais ça peut être tout autre diagnostic. Est-ce que je souffre d'électrosensibilité, par exemple? À ce moment-là, il faut faire attention à ne pas forcément récuser trop un syndrome de somatique fonctionnel si le patient l'a beaucoup investi. Malgré tout, les labels diagnostics qui pointent un facteur causal non démontré, maladie de Lyme chronique, électrosensibilité, effectivement, on ne peut pas laisser le patient partir avec l'idée qu'il souffre de cette pathologie. À l'inverse, d'autres labels de syndrome somatique fonctionnel, fibromyalgie, troubles fonctionnels intestinaux, sont très descriptifs, n'incluent pas de cause
et donc sont peut-être plus acceptables si le patient les a déjà investis. Sinon, la notion de trouble fonctionnel est en général relativement bien acceptée. Si on laisse le patient avec l'idée d'un syndrome somatique fonctionnel spécifique, il y a quand même un petit risque. Alors bien sûr, ça a des avantages du côté de la reconnaissance et de mettre fin à une certaine errance diagnostique. Le risque, c'est quand même de renforcer l'attention portée aux symptômes physiques, leur attribution à l'organe désigné par les symptômes ou à des facteurs externes, environnementaux par exemple, et puis éventuellement les comportements d'évitement. Je l'ai dit en introduction, l'exposé d'un modèle explicatif, même sommaire, est extrêmement précieux. Et le modèle bayésien dont a parlé Victor Pitron peut paraître complexe. En fait, en pratique clinique, il est extrêmement précieux pour communiquer avec les patients. On peut en avoir des représentations schématiques facilement accessibles. Alors, Victor a été modeste, mais il a écrit un très beau papier très pragmatique dans la revue de médecine interne paru en 2019 qui précisément montre comment on peut utiliser ce modèle pour proposer un modèle explicatif aux patients avec des schémas très simples comme celui qui figure ici, et puis un certain nombre de notions qui sont introduites par des métaphores. Il a parlé du membre fantôme, hein, Victor, tu as parlé du membre fantôme. Il y a d'autres métaphores que l'on peut utiliser pour introduire les notions explicatives de ce modèle, qui sont importantes pour montrer aux patients que, un, on reconnaît leurs symptômes et que même on a une idée de comment ces symptômes pourraient être générés. Pendant longtemps, le terme de symptômes dits médicalement inexpliqués a été utilisé. Je crois qu'il faut bannir ce vocable de notre vocabulaire, justement. Il y a des explications médicales à ces symptômes, même si ces explications n'incluent pas l'organe désigné par les symptômes. Cet article de Victor introduit aussi un modèle de lettre de liaison qui va nous aider dans le quatrième aspect des principes thérapeutiques, c'est de coordonner la prise en charge. Si on propose un diagnostic de troubles fonctionnels avec un certain nombre de principes de prise en charge, en particulier la limitation des avis médicaux ou peut-être des examens paracliniques devenus non nécessaires ou source peut-être même de complications, eh bien, il va falloir le faire de façon coordonnée parce qu'il suffit qu'un autre nouvel intervenant prenne en charge ce patient pour que les choses à nouveau soient ouvertes. Cette prise en charge pourrait par exemple associer un médecin traitant qui assure cette coordination, qui va justement limiter le recours iatrogène à la multiplication des avis. Pourquoi pas un médecin spécialiste d'organes qui va donner des avis réguliers, de plus en plus espacés, mais sans dire « c'est pas pour moi, allez voir ailleurs ». Non, je n'ai pas trouvé d'anomalie, mais on peut se revoir dans 6 mois, dans 1 an. Et pourquoi pas un psychiatre, en particulier s'il s'agit de prendre en charge des troubles mentaux comorbides. Parmi les outils, les consultations conjointes peuvent être utiles, mais aussi ce courrier de transmission. Et puis, les interventions cognitives et comportementales peuvent être tout à fait utiles. La restructuration cognitive en visant 2 cibles, l'attribution exclusive à l'organe désigné par les symptômes et aussi le catastrophisme. L'identification et la limitation des conduites d'évitement, ça c'est extrêmement pragmatique et très précieux. Les patients ont commencé à arrêter de faire un certain nombre de choses. Eh bien, il faut réintroduire petit à petit ces choses qu'ils ont arrêté de faire, ces situations qu'ils évitent, de façon suffisamment prolongée, bien sûr, pour que les patients puissent expérimenter une décroissance spontanée des symptômes. Et ça, on peut le faire sans se battre avec les jugements d'attribution des patients. Par exemple, si le patient est persuadé d'être électrosensible, eh bien, on peut quand même lui dire que si ce sont les ondes qui provoquent ces symptômes, quand bien même vous n'adhérez pas à cette explication, la pire des choses à faire, ce serait de commencer à éviter les ondes puisqu'il y deviendrait de plus en plus sensible. Donc, ça peut permettre de travailler, y compris avant d'avoir une restructuration cognitive efficace. L'anticipation de la perte des bénéfices secondaires, j'utilise ce terme de façon un peu impropre, mais c'est vrai que les patients, on peut les amener aussi à anticiper ce que ce serait de revenir au travail, de retrouver un rôle social, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, l'intérêt des antidépresseurs, j'ai mis un point d'interrogation. Premièrement, ce n'est pas facile d'introduire cette notion d'antidépresseur avec des patients qui réfutent souvent une origine psychologique. Bien souvent, ils ne sont pas déprimés. On a déployé beaucoup d'art oratoire pour leur dire qu'on ne les considérait pas comme déprimés ou comme des malades mentaux, et puis ensuite, on leur parlerait d'antidépresseurs. Donc, à prendre avec des pincettes. Néanmoins, dans certains domaines, les antidépresseurs ont fait la preuve de leur efficacité. C'est par exemple le traitement médicamenteux le plus efficace, modestement, mais significativement, des troubles fonctionnels intestinaux. Dans les troubles somatoformes douloureux, comme la fibromyalgie et les IRSNA, on pu faire la preuve de leur efficacité. Et puis, on trouve ça et là dans la littérature des essais efficaces avec les tricycliques
notamment le tofranil dans les syndromes somatiques fonctionnels multiples, ou la fluoxétine dans la crainte excessive d'avoir une maladie. Voilà pour ce flash sur la prise en charge thérapeutique. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir respecté, j'allais dire, le cahier des charges, ce qui n'était pas facile parce que vous aviez beaucoup de choses à dire et bien, vous les avez pu les dire, je crois. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a quand même une première question. Donc, on va commencer les questions si vous en êtes d'accord. Une première question qui, en fait, à voir, je pense, avec la question qui a été évoquée par Cédric sur la maladie de Lyme, c'est quelle approche diagnostique et thérapeutique pour le syndrome Covid-19 persistant? Et y a-t-il une analogie avec le Lyme chronique? Bon, nous sommes plusieurs ici à le penser, en tout cas au moins Victor. Il y a peu de chances que ces mécanismes qu'on a vus peuvent expliquer la persistance. Je crois qu'il y a des micros inutilement ouverts, attention. Il y a peu de chances que les mécanismes qui puissent expliquer la persistance de symptômes digestifs après une gastro-entérite, musculo-squelettiques après un traumatisme physique, ne s'appliquent pas en cas d'épisode aigu de Covid-19. On observe ça d'ailleurs avec aussi un premier événement coronarien. Donc, il est certain qu'une partie des patients qui se plaignent de symptômes persistants après un épisode aigu de Covid-19 relève de ces mécanismes. Ensuite, la proportion de patients, ce n'est pas certain. Et chez ces patients, qu'est-ce qui relève de ces mécanismes et qu'est-ce qui relève d'autres mécanismes? Il faut quand même rester prudent. Et ça, cette incertitude ne nous aide pas. Certains patients ont des séquelles, ils sont rares, ces patients, mais il y en a certains qui ont des séquelles, qui ont des fibroses pulmonaires. Mais en général, les EFR sont perturbés, etc. Donc, il faut quand même faire un bilan des séquelles éventuelles. Ensuite, il est question potentiellement pour certains patients de la persistance d'une infection. Je pense que cette hypothèse est en voie peut-être de commencer à être un peu écartée. Ce qui est moins écarté, c'est la persistance de processus physiopathologiques type inflammatoire en l'absence du pathogène. Et ça, je crois qu'il y a une intense activité de recherche qui se déploie actuellement. Je pense qu'il faut avoir un discours un peu de vérité sur cette incertitude auprès des patients. Mais on peut tout à fait introduire l'idée que ces mécanismes cognitifs et comportementaux ont peu de chances de ne pas s'appliquer dans la situation. Et par ailleurs, ils ne sont pas exclusifs des autres. La lutte contre les comportements d'évitement permet notamment d'introduire des dimensions thérapeutiques, quelle que soit la physiopathologie sous-jacente. Coraline avait peut-être un mot sur ça. Oui, tout à fait. Je rejoins complètement Cédric sur cette question et je pense qu'on peut rajouter aussi la sphère émotionnelle, de perturbations émotionnelles et post-traumatiques de personnes qui ont eu quand même pour beaucoup la peur de mourir de cette infection, favorisée par un contexte médiatique autour de cela. Donc, il y aura une dimension post-traumatique qui favorise, on le sait, les troubles neurologiques fonctionnels et fonctionnels aussi. Donc, que ce soit sur l'aspect fonctionnel non neurologique ou neurologique, je pense qu'il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent contribuer à ce syndrome de Covid long, avec beaucoup de prudence, et encore une fois, en quoi le fait qu'il y ait une perturbation émotionnelle, cognitive, amènerait une différence de ce qui est inflammatoire, infectieux, purement pathogène, comme si on avait toujours besoin de dichotomiser entre le psy et le somatique, ce qui est une grave erreur. Je pense qu'on est sur des troubles chroniques avec des mécanismes cognitifs, effectivement, d'afférence nerveuse qui ont été bien décrits, avec une part émotionnelle aussi bien décrit, avec probablement des choses inflammatoires, infectieuses, ok. Mais finalement, pourquoi on aurait besoin de toujours considérer que ce qui est psy est suspect et presque non réel, quoi. On arrive un peu là-dedans avec le risque, je pense, c'est que beaucoup de ces patients vont s'engager dans des processus de reconnaissance, de lutte pour qu'on les croie, pour que le syndrome soit reconnu. Et on a vu ça dans plein d'autres choses. Et tant qu'ils sont là-dedans, ils ne sont pas dans prendre soin d'eux, aller traiter peut-être l'aspect émotionnel post-traumatique, aller traiter leur cognition. Et c'est ça qui est inquiétant, je pense, et qui va être un vrai enjeu. Ok. Merci beaucoup. Il y a un point que peut-être pour souligner synthétiser ce que vous avez dit, c'est d'abord montrer que la clinique de ces troubles persistants, on va dire, post-Covid est complexe.
d'autant plus qu'on a pu voir aussi, et ça on l'a vu dans le groupe hospitalier chez nous, c'est qu'en plus, des fois les gens ont la conviction d'avoir eu un Covid alors qu'il y a même, ils sont sérologie négative, ils n'ont jamais eu de PCR, donc ce qui participe encore à rajouter à l'incertitude des connaissances actuelles, à l'incertitude du diagnostic initial. Et il y a un point quand même qu'a pas souligné Cédric, que moi j'avais vu, parce qu'à un moment donné, il y avait des articles dans Le Monde sur ça veut dire les gens c'est très médiatisé. Il y avait aussi le syndrome de rééducation à l'effort, hein, quand même, qui est désadaptation à l'effort, qu'ont certains et que les rééducateurs fonctionnels prennent en charge et qui s'améliorent. Donc ça veut bien dire qu'il faut avoir, comme l'a dit Coraline, une vision globale des choses. Alors, pour une autre question qui a été posée, alors là je pense que c'est plus Coraline et puisque c'est plus une question thérapeutique et Coraline et ou Cédric, intérêt de l'approche hypnotique. C'est pas précisé sur quel type de trouble fonctionnel. Alors, moi, je suis formée à l'hypnothérapie et je considère qu'il y a un vrai intérêt. Enfin, en tout cas, je m'en sers au quotidien avec ces patients-là. Alors, on n'a pas parlé d'un mécanisme de dissociation. Enfin, c'est pas pour rien que c'est classé. En tout cas, je parle des troubles neurologiques fonctionnels dans les troubles dissociatifs au niveau de la CIM-11 parce qu'on a une perte d'intégrité transitoire ou permanente entre le sentiment d'identité, les perceptions motrices, les perceptions sensorielles, mnésiques. Et donc, l'hypnose permet de recréer un état de dissociation, d'accentuer un état de dissociation chez ces patients qui sont souvent très dissociés, afin de restructurer les choses. On prend toujours cette histoire de construction de Lego. Hein. Vous imaginez comme une construction de Lego, il y a des éléments, des briques qui n'ont pas été intégrés quand c'est le cas des traumas. Aider à dissocier davantage, à déconstruire un peu plus pour reconstruire en intégrant ces briques. On pourrait imaginer effectivement la dissociation hypnotique comme un moyen de traiter les troubles dissociatifs. Et je laisse Stéphane réagir. C'est juste pour ajouter un point avec Anne Ladaré et Cécile Hupsch, qui est neurologue. Nous sommes en train de finaliser un protocole justement d'utilisation de séances d'hypnose dans les mutismes ou les aphonies psychogènes, donc documentés. Et on est assez convaincus, a priori, que l'intérêt de cette technique est de nouveau manifeste, d'autant que ça a été une des premières techniques utilisées il y a plus d'un siècle. Et aujourd'hui, tous les travaux de neuroimagerie que l'on voit montrent bien que le premier chemin est un chemin conjoint, même si à la fin, quelques bifurcations se font voir entre les mécanismes liés à l'hypnose et ceux de la dissociation. Mais on a quand même un long chemin parcouru au départ qui permet de dire que c'est un moyen d'accès qui est très intéressant. Par rapport à cette question de la dissociation, je rebondis, après je poserai une autre question posée par le groupe, mais l'intérêt de la kétamine? Alors, pour la kétamine, dans le service, j'ai été amené à le faire pour des patients qui avaient… là, c'était plus dans les troubles dissociatifs. On avait eu des amnésies généralisées. On en avait discuté d'ailleurs, Philippe. Et on a eu quand même des effets assez étonnants puisque la kétamine produit de la dissociation. Alors, on se dit on va dissocier encore plus la personne. Eh bien, paradoxalement, on a fait beaucoup de patients avec de la kétamine chez lesquels on a mesuré les niveaux de dissociation juste après. Et bien, ils baissent énormément alors que quand ils sont en phase interdose, ils sont de nouveau dissociés. Donc, l'effet de la kétamine qui dissocie aurait paradoxalement un effet d'amélioration sur la dissociation psychique. Dans la durée, c'est vraiment un paramètre à explorer. Probablement, comme tous ces éléments, il y a ce qu'on appelle les connectomes harmoniques, c'est-à-dire que selon le niveau de vibration des neurones, les connexions ne sont pas que anatomiques, mais aussi logiques. Et du coup, il y a un micro. On sait que, par exemple, avec certaines molécules psychodysleptiques comme le LSD, la psilocybine, on modifie les connexions harmoniques, donc les connexions fonctionnelles, et on crée des états de conscience modifiés. À l'inverse, si l'état était modifié par une pathologie, on peut imaginer qu'on recrée un connectome fonctionnel à l'envers. Ce sont des très très beaux papiers qui demandaient d'être répliqués, très techniques, mais c'est probablement une voie de compréhension qui ne fait pas non plus chimiatre ou apprenti sorcier parce qu'il y a un rationnel scientifique non négligeable. Merci. Une question, je pense, pour… enfin, je la pose à Victor, on ne l'a pas encore entendu. Comment comprendre et gérer les épidémies locales et les formes familiales, entre parenthèses,
3 filles adultes d'une même femme avec paralysie et CNEP. Alors moi, je pensais à Victor parce que je pense que dans l'aspect transmission de croyances, contexte cognitif particulier, enfin je ne sais pas, ça peut être une piste pour expliquer ça, mais Victor, qu'est-ce que tu en penses? Micro, mets ton micro. Excusez-moi, voilà. Je pense tout à fait que ça se rapporte à l'étude dont je parlais tout à l'heure avec le Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée d'une information contextuelle dangereuse, en l'occurrence ici la possibilité moi aussi d'être atteint. Parfois il y a aussi l'idée dans les familles qu'il peut y avoir une transmission génétique des troubles neurologiques fonctionnels. Et donc cette idée-là ensuite cette croyance dans le modèle bayésien peut tout à fait participer à la construction de la perception corporelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et donc à la génération de crises dans d'autres membres de l'entourage, de la famille ou pas. Et donc c'est par ce mécanisme-là, je pense, cognitif, que les choses peuvent s'étendre dans une forme d'épidémie. C'est pareil avec les médias et, par exemple, la maladie de Lyme chronique dont parlait Cédric tout à l'heure, je pense. Pour ce qui est de la prise en charge, je pense que ça se repose sur les mêmes choses dont on a parlé, à savoir l'explication de ces biais cognitifs, aussi évidemment l'information sur le fait qu'il n'y a pas de caractère génétique dans la transmission de ces maladies. Et puis voilà, les choses dont on a déjà parlé. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai encore une question parce qu'il faut qu'on respecte le timing. On est là juste, on est bientôt fini, mais comme on a pris un peu de retard de mon fait, d'ailleurs, j'en suis désolé avec avec les problèmes de réseau. Y a-t-il des pistes, alors là, je pose la question au groupe, y a-t-il des pistes autour du microbiote intestinal, alors, notamment dans les troubles fonctionnels intestinaux? Peut-être Cédric, à ce moment-là, peut-être une première réponse. Je vais essayer de faire une réponse plus large que celle-ci et d'essayer de lier ce que tu as dit, Philippe, autour de la réadaptation à l'effort. La complexité des troubles, j'ai occulté un aspect, et avec Victor, on avait fait le choix, bien sûr, d'une présentation axée sur le modèle cognitif. Les conduites d'évitement dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent, secondairement, induire une participation de l'organe désigné par les symptômes. Si j'arrête toute exposition à l'effort, je vais me déconditionner sur le plan cardio-respiratoire. Si j'arrête de bouffer du gluten, je vais dépeupler mon microbiote des bactéries qui mangent le gluten. Et donc, secondairement, je vais développer une intolérance au gluten, qui sera induite par mes comportements d'évitement, mais qui sera réelle. Au début, je vais arrêter le gluten, je vais avoir tous les autres composés associés au gluten, FODMAPs et compagnie, qui vont devenir rares dans mon alimentation. Je vais diminuer le stress digestif, donc je vais être un petit peu soulagé. Puis à un moment, un rigolo psychiatre va me dire tout ça, il faut réintroduire les choses, donc je vais remettre le gluten, et là, ça va être pire qu'avant. Donc je vais confirmer ma croyance, bah oui, mais j'ai désadapté mon microbiote du fait des conduites d'évitement. Donc je pense que, oui, secondairement, peut-être que je suis trop jusqu'au boutiste dans cette position, mais secondairement, on peut avoir une participation des organes désignés par les symptômes du fait des conduites d'évitement. Et on l'a, je pense, de façon générale. Donc c'est vrai que réintroduire une alimentation plus variée, pour permettre d'avoir un microbiote très varié aussi, ça fait partie des pistes dans le trouble fonctionnel intestinal et des pistes qui fonctionnent. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui souhaitait réagir sur le microbiote. Non. Alors, dernière question, et ça sera vraiment la dernière, une réponse brève. Je pense qu'elle s'adresse plus à Coraline. Parce que, par rapport à ce qui a été dit sur la prise en charge thérapeutique, mais qui était tout à fait en accord avec. Parce qu'en fait, moi, ce que je retire par rapport à la question initiale posée, si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'en fait, on voit très bien il peut y avoir quand même, on a le sentiment des facteurs. Il y a trois questions qui restent un peu mystérieuses, j'ai l'impression. Il peut y avoir des facteurs étiologiques un peu communs, mais il peut y avoir des facteurs étiologiques spécifiques. Moi, j'ai quand même le sentiment, par exemple, que les traumatismes sont peut-être moins prégnants. Traumatismes au sens historique, d'histoires d'abus sexuels sont moins prégnants dans les troubles somatoformes alors qu'ils sont peut-être plus dans les CNEP, même si Coraline nous a bien rappelé que ça n'était pas exclusif et que ça n'était pas une équation CNEP égale trauma. Mais donc des facteurs étiologiques communs mais des facteurs étiologiques spécifiques. La question de l'organe qui crée une sorte d'abcès de fixation et qui fait qu'ensuite, parce que
même si on a vu, c'est le troisième point que vous avez développé, qu'il y a des mécanismes communs, j'ai pas le sentiment, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas le sentiment qu'il y a un passage d'un trouble à l'autre. Alors, Victor nous l'a montré d'un point de vue, expérimental avec son expérience chez les CNEP chez la fibromyalgie et les dyspnées, mais j'ai pas l'impression que quelqu'un qui fait un trouble fonctionnel intestinal va ensuite faire des CNEP, va ensuite faire ça. Donc, à un moment donné, il y a une sorte de fixation. Là, donc, je pense qu'on a l'impression que donc des mécanismes communs, des facteurs étiologiques communs partagés, mais des spécifiques. Par contre, là où on est d'accord, j'ai l'impression, c'est qu'il y a une prise en charge qui est assez, finalement, globale, qui a l'air d'être commune aux troubles. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et la question qui est posée, je pose enfin la question qu'avaient posée les gens, c'est est-ce qu'on peut envisager une prise en charge à 100% des TNF, mais qui pourrait être pour les troubles, les autres troubles, hein, pour faciliter l'accès des patients aux professionnels de santé impliqués, kinés, psychologues, transport sanitaire, etc. Coraline? Oui. Alors, c'est une très bonne question et c'est une question pragmatique quotidienne. Moi, je pense que dans certains cas, c'est nécessaire et qu'on peut effectivement obtenir une prise en charge à 100%, parce que on est aussi, alors la grande difficulté est aussi l'accès aux psychothérapies qui restent payantes et au transport. Je pense, moi, j'expose toujours avec les patients ce que j'appelle les facteurs perpétuants. J'aime pas le terme bénéfice secondaire qui m'énerve énormément. J'aime beaucoup le terme de facteur de maintien et je mets les pieds dans le plat avec eux et j'aborde ces questions-là. Et donc, je pense qu'à certains moments, en toute transparence et en ayant conscience de ça, il y a certains moments où on se dit non, on va pas mettre une allocation, après les pauvres, les bénéfices et tout ça, ils vont jamais s'en sortir. Sauf qu'à certains moments, le handicap, il est tel, les restrictions d'activité, elles sont telles, le handicap, il est tellement présent tout autant que chez un parc, une sclérose en plaques, qu'il faut faire quelque chose. Qu'il faut faire quelque chose dans l'établissement d'un plan stratégique, dynamique, tout en disant nos craintes. Moi, je dis aux patients ma crainte. Je dis aux patients que je ne veux pas que cette reconnaissance devienne une raison de ne pas soigner quelque part et d'anticipation. Mais je pense qu'on ne peut pas la rejeter loin de là et qu'à certains moments, c'est très utile et nécessaire. Mais c'est mon point de vue personnel. Je sais pas, Anne, tu voulais réagir? Non, j'allais dire un petit peu la même chose. C'est un petit peu difficile de faire une règle formelle. Par contre, quand le niveau de handicap est tel qu'on n'a pas le choix, je pense que là, c'est totalement justifié parce que les soins vont être pluridisciplinaires et peuvent être un petit peu coûteux. Et la reconnaissance, elle est intéressante aussi indirectement par rapport aux collègues parce que pour beaucoup de cliniciens non psychiatres et non formés ou non habitués, ce trouble reste un mystère de presque simulateur. On n'en a pas parlé sur la proximité, mais il est très stigmatisé. Comme je dis toujours aux urgences, il y a quelqu'un pour toi, c'est psy. Souvent, on passe à côté d'une encéphalite mésolimbique chez des pseudo-CNEP. À partir du moment où c'est reconnu, peut-être qu'il y a une démarche qui sera plus intéressante pour l'hégémonie de la prise en charge auprès des autres collègues. Après, comme tout aussi, il y a des patients qu'on connaît qui ont des pathologies qui refusent le 100% parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, entre guillemets, s'en sortir par eux-mêmes. Donc, il y aura un petit peu du cas par cas, mais quand on est dans l'aigu, on peut tout à fait envisager une prise en charge complète parce qu'il y en a besoin. Oui, sans que ce soit éternam. Enfin voilà, je pense qu'il y a un temps où c'est nécessaire, sans pour autant que ça signifie totalement sur la longueur. Mais on est aussi dans notre propre ambivalence par rapport à ces troubles, je pense, d'avoir plutôt une tendance à se dire ah oui, mais on va les chroniciser si on fait ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Cédric, ça m'intéresserait aussi d'avoir son point. J'en pense la même chose que toi. Je pense que ça doit être une décision dans laquelle on expose le rapport coût-bénéfice avec le patient, un peu comme on le fait pour un arrêt de travail et une dépression, honnêtement. Il y a un, je ne peux plus fonctionner, donc je suis en arrêt de travail, mais deux, l'impact sur l'estime de soi, la perte du fonctionnement, sont aussi des risques qu'il faut prendre en considération avant de le faire. Donc si on le fait de façon très transparente et explicite avec le patient, pourquoi pas, et effectivement dans une durée potentiellement limitée. C'est un peu ce que je voulais dire quand je mettais anticipation de la perte des bénéfices secondaires ou des renforçateurs ou des facteurs perpétuants, c'est un peu ça. Que ça soit fait dans une démarche consciente. Écoutez, malheureusement, je suis désolé parce qu'il faut qu'on respecte à la fois tout le monde à des activités. Je pense que, et malheureusement, on est frustré parce qu'on aimerait bien vous poser encore plein de questions. Je transmets parce que ça a été mis
non pas par des questions, mais par des commentaires. Les gens sont très contents et ont demandé s'il y avait un replay. La réponse est oui, il y aura un replay de ce webinaire, donc vous pourrez les uns les autres regarder ça. Je remercie encore vraiment l'ensemble des orateurs parce qu'en plus, ce n'était pas un exercice facile. On n'a pas trop eu de problèmes techniques à part au début, moi. Et même Stéphane, finalement, sur son portable, ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à ceux qu'on ne reverra pas. Et puis, il y a Wissam qui nous remercie. Et merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Alors, hein, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.